Effectivement, il me semble que, à lire de cette façon le monde comme il est, un peu moins éteint, mais aussi quand même, de façon un peu plus métaphorique, il me semble qu'il vraiment, il apparaît comme un romancier politique. Oui. Et il voudrait être un penseur politique. Oui, ça me paraît assez net. Ça, et je pense qu'au fond, ce qu'il prêche, c'est une sorte de conservatisme à l'anglaise, un taurisme, en demandant, ce qui est paradoxal quand on connaît sa biographie, qu'au fond, la grande aristocratie retourne dans ses terres, s'y installe, les cultive, y cultive le rapport avec les paysans et les gens du cru, ce qui n'est pas fait lui, puisqu'il est quitté Fervacques. Mouvement d'ailleurs qui apparaîtra en 1848, puisque c'est la reconquête après 1830 des campagnes par l'aristocratie qui donnera le vote de 1848 et la présence des conservateurs à l'Assemblée nationale. Donc je pense qu'il y a fait lui, et il dit plusieurs fois qu'effectivement il faudrait que la noblesse soit assez riche, pouvoir peser dans l'État, mais peser en s'inspirant des idéaux de l'Évangile et des idéaux assez conservateurs du rapport traditionnaliste entre... C'est ça. On retrouvera des choses assez proches, vous le savez encore mieux que moi, dans l'Lys dans la vallée et dans le curé de village. Oui, tout à fait. Et dans les mémoires de deux jeunes mariés. Et dans les mémoires de deux jeunes mariés. Quand Louise vend pour acheter des rentes, elle vend de la terre et on lui dit qu'elle agit contrairement à l'intérêt de sa classe et à l'intérêt d'une France traditionnaliste et avec une noblesse qui accepterait de vivre dans ces terres. En même temps, c'est vendre des propriétés, comment dire, agricoles au profit de la rente, c'est un mouvement assez général quand même. Ça apparaît chez un certain nombre de romanciers. Ça apparaît chez Su, par exemple, dans Arthur, ça apparaît aussi chez Balzac. Effectivement, c'est une tentation qu'ils ont, puisque on sait bien par l'exemple des grands propriétaires des paysans et puis du monde comme il est, que la gestion de la propriété agricole est terriblement difficile pour quelqu'un qui n'est pas installé dans le terroir depuis des générations, c'est très très longtemps. Alors il y a un autre aspect aussi dans le monde comme il est, qui est ce qu'on pourrait appeler le regard de l'ethnologue, le regard de l'ethnologue sur la gent normande. Ça c'est tout à fait remarquable. Iriez-vous jusqu'à dire qu'il écrit une physiologie du normand par certains côtés? Non, je n'irai pas jusque-là. Il y a un côté satirique. Bien sûr. Il fait des physiologies sans satirique. Oui, absolument. En fait, la physiologie a une certaine forme codée. Oui, bien sûr. Non, mais alors écoutez, si je peux parler de mon expérience, il y a très très longtemps, quasiment des décennies, j'ai beaucoup travaillé sur les romanciers secondaires de l'époque. Et donc, je vais aborder tout de suite, et comme mon thème était l'amour et le mariage, je me suis surtout intéressé à Ethel. Et quand j'ai dû faire cette édition avec plaisir, j'ai abordé le monde comme il est avec un peu de réticence et d'inquiétude. Et là, j'ai découvert une peinture de la campagne normande absolument fascinante. Fascinante, de méchanceté, de férocité, en même temps d'à propos dans le trait, tout à fait extraordinaire. Et là, je crois quand même que c'est une autre, en même temps que les politiques, c'est une autre rivalité qu'Augustine, parce que je ne pense pas qu'à son époque, il n'y ait personne qui ait dans un roman, ou même dans des œuvres différentes, écrit ce genre de texte. C'est une sorte de reportage surprenant dans les réalités normandes. Alors, subjectivement vu, bien sûr, puisque nul de nous ne peut vérifier si les choses étaient ainsi. Mais avant Maupassant, bien longtemps après, je crois que c'est le seul qui ait parlé des vérités des paysans normands. Dans un roman, en fait, c'est Paul-Louis Pourrier du roman. Oui. C'est vraiment les ça. Mais en même temps, avec une espèce de véracité dans le rendu qui est tout à fait étonnante. Il y a des répliques absolument incroyables. Ah oui, on a eu des transcriptions du parler normand. Du parler normand. C'est pour ça qu'on peut parler. Oui, c'est ce que j'allais dire, si vous ne les avez pas lus, c'est ethnographe et ethnographe et les autres ne le font pas. Et j'ai fait une petite note disant qu'effectivement, quand les prononcés de l'époque, 1925-1950,
retranscrivent le parler paysan, ils utilisent des cuirs, des élisions. Paul de Kock fait ça, par exemple. Oui. Mais ils ne transcrivent pas véritablement le dialecte. Et Balzac ne le fait jamais, par exemple. Voilà. Je crois que c'est une question de biacé. Oui, alors que Chateaubriand le fait. Vous savez, pour sa petite marmotte, etc. Il le fait très facilement. Oui. Ou même, il imite le parler, si je veux dire, de Rothschild. Oui. Il le met en... Oui. Pour des paysans, pour des... non, pour tout autre. Éventuellement, là, je pensais au petit Savoyard avec sa marmotte, avec maman. Parce que le petit Savoyard, par exemple, chez Paul de Kock, il parle un langage qui est extrêmement illusoire. Enfin, oui, ce qui n'est pas le cas de... Là, c'est très frappant. Oui, tout à fait. C'est tout à fait étonnant. Tout à fait. Vous avez raison, c'est étonnant. Au point d'ailleurs qu'il nous fournit par moments une sorte de petit vocabulaire à l'usage du Parisien perdu, et c'est très intéressant. C'est très... Ah non, la description de la Normandie est tout à fait, je ne sais pas si elle est vraie, c'est très réjouissant, c'est très drôle, c'est une méchanceté extraordinaire. Oui, la femme de l'adjoint au maire, qui est la femme du lycée du coin, qui est un petit bourg perdu de Normandie, cerné par les bosquets, les forêts et les champs, dit au héros, mais moi, monsieur, jamais je vais à la campagne. Ah oui, c'est extraordinaire. D'ailleurs, d'une manière plus générale, il y a une remarquable galerie de portraits dans le monde comme il est, qui sont très bien, comment dire, qui sont parfois à charge, même souvent à charge, mais qui sont délectables. Ah, tout à fait. Et alors je crois que là aussi, c'est une manière de, non pas de réhabiliter, il n'en avait pas besoin, mais de souligner quel peut être l'intérêt d'Astolphe de Custine comme écrivain de fiction, où là, la fiction sur le monde comme il est, qui fait appel à cette forme de réalisme. Ah oui, on a un véritable réalisme ici. Et alors justement, j'avais su, alors après l'apparition, je disais à Alex qu'il me semblait, en relisant notamment les scènes d'église, ça me faisait beaucoup penser à l'abbé Bournicien, et je me disais que, à l'évidence, alors je n'en sais rien, Flaubert a lu ça. Flaubert ne pouvait pas ne pas avoir lu ça. Ça m'y fait quand même penser. Alors c'est simplement une idée. Parce qu'il faut vérifie. Dans la correspondance de Flaubert, c'est Custine est mentionné. Il me semble qu'il n'est déjà pas mentionné dans les souvenirs de Maxime Ducamp, ce qui ne signifie rien, mais c'est vraiment frappant. Mais Flaubert lisait tout. C'est pas improbable. Oui, c'est pas improbable sur la Normandie. Mais les scènes d'église du monde comme il est, qui sont très étonnantes, elles sont l'écho de remarques faites par la Calabre dans les Mémoires des voyages. C'est les mêmes scènes quasiment. Donc on retrouve des constantes dans le monde catholique entre le pas de la botte et puis la Normandie profonde. Qui pour lui est un pays d'Iroquois et un pays de sauvages quand même. Oui. Où arrive l'ingénu. Exactement. Alors, vous citez Baudelaire, qui à propos de Custine écrivait, qui est un de ces Français qui ont voulu écrire spécialement des romans d'amour. Alors, qu'est-ce qu'il vous paraît le plus marquant dans la conception qu'a Custine justement de l'intrigue, de la représentation de l'amour, à la fois dans Le Monde comme il est et dans Ethel? J'ai l'impression que pour lui, au fond, l'amour est la valeur suprême, et que, au fond, quel que soit l'objet de cet amour, c'est des projets personnels, naturellement, en sourdine, quel que soit l'objet de cet amour, s'il est profond, intense, il mérite le respect, et qu'il acquiert une sorte de sainteté. Et je pense notamment à un personnage secondaire du monde comme il est, qui est Madame Magny. Madame Magny, oui. Qui est Madame Magny, qui est un écrivain, semble-t-il, un peu, une femme libre, qui peut-être a inspiré un peu de George Sand et quelques autres, qui s'éprend follement de passion pour le héros après avoir eu une sorte d'aventure, et qui, désespéré de sa mort, finit sur de charité. Bon, là on ne sait pas très bien
qu'elle statue des femmes de charité, si elle soit même des vœux personnels, des vœux véritables, mais en tout cas, c'est une femme qui est perdue du point de vue du monde, absolument. Et pour Custine, pas du tout. Le fait qu'elle ait aimé avec autant d'intensité, jusqu'au sacrifice de sa vie, de sa coquetterie et de ses désirs, lui donne à ses yeux une sorte d'éminente dignité. Alors évidemment, comme toujours chez Custine, on peut supposer que tout ça est transposition des problèmes personnels, hein, parce qu'évidemment, ce sont des amours interdites. Et par ailleurs, je crois que il est très intéressant parce que il est l'un des premiers aussi, hein, Baudelaire l'a dit en parlant de Mercadet, bon, il est le premier aussi à évoquer l'amour de la femme laide. Et là, il trouve une formule qui est tout à fait extraordinaire. Alors, on ne sait pas s'il l'a inventée. C'est une formule que Nietzsche, plus tard, admirera beaucoup et qu'il citera dans ses carnets. C'est cette formule tout à fait étonnante que dans le véritable amour, l'âme enveloppe le corps. Si bien que la laideur réelle de Jacqueline de Sénart disparaît totalement. Alors, j'ai beaucoup cherché, infructueusement, comme souvent dans les notes, même si elles sont abondantes. J'ai consulté. Certains disaient que cette formule venait de Mme Guyon. Et en réalité, il semble que non. Le spécialiste de Mme Guyon, Dominique Tron, m'a dit qu'il n'avait pas de souvenir, mais qu'il fallait chercher. Bon. Je me demande si au fond Custine n'a pas inventé la formule, qui est tout à fait étonnante, hein, et qui est vraiment tout à fait admirable. Alors on sait, alors Nietzsche le cite dans ses carnets de 1884. Pour la plupart des autres auteurs, il donne ses références, il dit j'ai pris ça dans chez Renan, chez ailleurs, là il n'y a rien du tout. Mais la coïncidence des dates montre qu'il a lu Mémoires et voyages au même moment, et dans le même carnet, il cite cette formule, donc on peut penser qu'en fait elle vient du monde comme il est, enfin, sans qu'il le dise, bien sûr. Alors, puisqu'avec Custine, on est toujours très passionné, très inquiet de la composition amoureuse, puisqu'effectivement son homosexualité était notoire et que, bon, voilà. Alors, j'ai un regret, c'est qu'il y a une citation de Shakespeare très belle, à propos de Stevna, qui est l'un des héros du roman. Alors Stevna, c'est un avocat, c'est quelqu'un dont, avec ses jeux de mots un petit peu quelquefois hasardeux, Tarn, Zola, dit qu'au fond, Stevna, c'est la contraction ou une variation sur Sainte-Barbe. STE, Sainte, et puis le V, le B. Voilà. Mais, une citation de Shakespeare, que j'ai identifiée, comme tout bon chercheur, honnête, dans Les Nuits des Rois. Et puis, l'édition remise, les variétures, bon, je me suis aperçu que j'avais lu un peu hâtivement, et que la citation elle-même est intéressante, parce que Custine explique que Stevna, son ami, hein, qui sera son exécuteur testamentaire, a en lui, sur ses lèvres, de l'orgueil et du mépris qui donne un charme extraordinaire. Bon. Ça met directement la Nuit des Rois. Mais dans la Nuit des Rois, ce discours est tenu par Olivia à Césario, dont elle ne sait pas qu'il est une femme. Si bien qu'il me semble quand même que, pour l'ambiguïté sexuelle, le détail mériterait d'être noté quand même. Parce que c'est la seule citation en anglais dans Le Monde comme il est, elle est absolument exacte, et malgré tout, elle est marquée au coin et au saut de l'ambiguïté. Et ça, j'aurais pu le dire, mais...